Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde de la surdité. Mais attention, on ne va pas juste en parler comme d'une condition médicale. Non, on va l'explorer comme un univers complexe et vraiment riche. C'est un voyage qui touche à tout, la famille, l'éducation, la langue et au final, l'identité. Allez, c'est parti. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout. Elle résume parfaitement la tension qu'il y a entre deux manières de voir les choses, deux visions qui s'opposent complètement. D'un côté, le modèle médical, qui voit la surdité comme un manque, un problème à réparer. Et de l'autre, le modèle culturel, qui la voit plutôt comme une différence, une partie de la grande diversité humaine. Ce chiffre, 95%, il est juste énorme. Il faut vraiment prendre une seconde pour y penser. Ça veut dire que dans l'écrasante majorité des cas, un enfant sourd naît de parents entendants. Des parents qui, pour la plupart, n'ont jamais été en contact avec la surdité. Imaginez le choc. Un enfant arrive dans un monde visuel, avec potentiellement une langue tout autre que la leur. C'est un décalage immense dès le premier jour. Et pour ces familles, c'est le début d'un chemin intense où chaque choix va peser très lourd. Et ce chemin, il commence au cœur du foyer, dans le cercle le plus intime. Pour des parents entendants, apprendre que leur enfant est sourd, c'est souvent un bouleversement. Un vrai défi émotionnel qui bouscule toutes leurs attentes et les force à prendre des décisions capitales pour l'avenir de leur enfant. Ce témoignage de Maryse, il est d'une puissance waouh, c'est très fort. On sent que pour elle, la décision de sa fille de rejoindre la communauté sourde, de choisir cette identité, ça a été vécu presque comme une trahison, un deuil. On a là une collision frontale entre son désir de réparer sa fille, qui vient du modèle médical, et l'affirmation par sa fille d'une identité culturelle forte. On voit bien à quel point tout ça est chargé d'émotions. Les parents se retrouvent donc à un carrefour, avec des choix ultra complexes à faire. Est-ce qu'il faut tout miser sur l'oralisme pour que l'enfant s'intègre au monde des entendants, ou au contraire privilégier la langue des signes pour lui donner tout de suite un accès complet au langage? Et la technologie dans tout ça, quelle place est là? Le pire, c'est que le temps presse. Les premières années de la vie sont absolument décisives pour le développement du cerveau et du langage. Alors, l'implant cochléaire, on en entend souvent parler comme d'une solution miracle. Mais il faut bien comprendre ce que c'est et ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une guérison. C'est un outil technologique incroyablement sophistiqué, oui. Il va transformer les sons en signaux électriques envoyés au cerveau, sauf que le cerveau, lui, il doit apprendre à décoder ces signaux. Et ça demande des années et des années de rééducation intensive avec un orthophoniste. L'efficacité, elle varie énormément d'une personne à l'autre, et ça ne remplacera jamais l'audition naturelle. En fait, derrière beaucoup de ces choix, il y a une peur. Une peur profonde, viscérale. La peur que leur enfant soit exclu. Exclu de la famille parce qu'il ne parle pas la même langue, exclu de la société, exclu de l'école, du travail. C'est cette angoisse de l'isolement qui pousse souvent les parents à tout faire pour que leur enfant soit le plus normal possible aux yeux du monde entendant. Allez, on quitte le cercle de la famille pour entrer dans le suivant, le système éducatif. Et là, c'est un autre champ de bataille, un débat qui dure depuis des décennies sur la meilleure manière d'enseigner aux enfants sourds, avec des philosophies qui s'opposent frontalement. Ce tableau résume très bien les deux camps. D'un côté, l'oralisme, dont le but est l'intégration dans la société entendante par la parole, et de l'autre, l'approche bilingue biculturelle. Pour cette approche, la langue des signes est la langue naturelle des sourds. Et on met un S majuscule ici, c'est très important. Ce S majuscule, il ne parle pas de l'oreille, il parle de l'identité culturelle. Les objectifs sont donc à l'opposé. L'un vise l'intégration, l'autre l'affirmation d'une identité. Et le problème, le voici. Malgré tous les efforts d'intégration dans les écoles normales, les chiffres montrent qu'un écart de réussite scolaire existe toujours. Le simple fait de mettre un élève sourd dans une classe d'entendants, ça ne suffit pas. Ça ne garantit pas du tout son succès. L'accès à l'information, ça reste un combat de tous les jours. Et au-delà des résultats scolaires, il y a le coût humain, le coût social. Cette citation, elle est terrible, parce qu'elle met le doigt sur une réalité très douloureuse, l'isolement. Un élève sourd dans une école ordinaire, il peut être entouré de centaines d'autres élèves, mais se sentir profondément seul. Il ne peut pas suivre les blagues qui fusent, les conversations rapides à la cantine, tout ce qui crée les liens d'amitié. Bon, et si on changeait complètement notre façon de voir les choses? Et si la surdité n'était pas du tout un problème à gérer, mais plutôt la base, le socle d'une langue et d'une culture à part entière? C'est vraiment ça, le cœur de la vision culturelle sourde. Ça, c'est un point absolument fondamental à comprendre. La langue des signes, ce n'est pas du mime, ce n'est pas un code. C'est une vraie langue, une langue vivante, avec sa propre grammaire, sa propre syntaxe, qui sont aussi riches et complexes que celles du français ou de n'importe quelle autre langue parlée. Elle permet de tout exprimer, des concepts abstraits, de la poésie, de l'humour, tout. Et logiquement, autour de cette langue commune, une véritable culture s'est développée. C'est ça qu'on appelle la culture sourde. Et encore une fois, on met ce S majuscule pour bien faire la différence avec la condition médicale.
C'est une identité collective qui se base sur des expériences communes, une histoire partagée, des valeurs et même des traditions artistiques propres comme la poésie en langue des signes. Voilà, ce tableau résume parfaitement le changement de paradigme. Le modèle médical, il parle de perte auditive. Rien que le mot perte implique qu'il manque quelque chose. Le modèle culturel, à l'opposé, a développé le concept de gain sourd, ou deaf gain en anglais. L'idée est géniale. L'expérience sourde n'est pas une perte, c'est un gain. Elle apporte des perspectives nouvelles et uniques sur le monde. Par exemple, une perception visuelle souvent bien plus développée, une autre façon d'utiliser l'espace, une communication qui peut être incroyablement directe et profonde. Il faut quand même ajouter une petite nuance, c'est important. Pendant très longtemps, pour se battre contre les stéréotypes négatifs liés au handicap, beaucoup de leaders de la communauté sourde ont refusé cette étiquette. Ils insistaient sur le fait qu'ils étaient normaux, à part leur oui. C'est une histoire complexe, où la communauté a dû se frayer un chemin entre la revendication de sa différence et le rejet de la discrimination. Pour conclure, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Il n'existe pas une seule et unique façon d'être sourd. L'expérience de la surdité, c'est un spectre, un éventail incroyablement large et diversifié d'identités et de parcours de vie. Et cet éventail, il est immense. Il ne faut surtout pas imaginer un bloc monolithique, les sourds. Non, on a des sourds qu'on appelle oralistes, qui ont grandi avec la parole et qui ne signent pas du tout. On a des personnes qui ont des implants cochléaires, mais qui sont en même temps des membres très actifs et fiers de la culture sourde. On a bien sûr des personnes malentendantes qui naviguent en permanence entre ces deux mondes. Chaque chemin est unique, chaque expérience est légitime. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être sourd. C'est une pluralité. Finalement, la question, ce n'est peut-être pas de trouver la bonne solution pour la surdité. La vraie question, la plus importante, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour construire une société plus inclusive? Une société qui ne cherche pas à mettre tout le monde dans le même moule, mais qui, au contraire, célèbre et valorise chaque expérience humaine, dans toute sa richesse et sa complexité.